Bonjour à tous. Le projet de régulation des systèmes d'intelligence artificielle inquiète une partie de l'écosystème, mais également jusqu'au ministre français du numérique qui l'a qualifié de excessif. Alors on verra quels sont ces points de vigilance vis-à-vis du texte qui doit nous alerter. Et ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. Deuxième partie, David Lacomblette sera mon invité. David Lacomblette, le président du think tank La Villa Numérique, qui a remis un rapport sur les 5 ans du RGPD avec un bilan côté coulisses. Et puis on ira regarder du côté de où va le web. Mais d'abord, je vous propose comme sujet l'inclusion numérique. On verra que les problèmes ne sont pas réglés et comment cette dématérialisation galopante risque de mettre en péril la mission de service public. C'est tout de suite l'interview dans Smart Tech. Dans Smart Tech, aujourd'hui, on va parler politique publique, on va parler de réglementation européenne. Attention, c'est du lourd. On va parler aussi de la CNIL, les 5 ans du RGPD. Tout cela avec, pour démarrer, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, association donc représentative des grandes entreprises, des plus grandes organisations françaises utilisatrices des solutions et services numériques. Avec vous, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL, expert des politiques numériques également, puisque vous avez travaillé au sein du cabinet de Fleur Pellerin et vous étiez directeur du cabinet également d'Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique, je le rappelle. Ensemble, tous les deux, vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui se prépare à Bruxelles autour de la première réglementation qui va permettre d'apporter plus de transparence, peut-être de poser les bases d'une éthique autour des systèmes d'intelligence artificielle. Mais aussi, vous allez nous aider à comprendre quels sont ces points de vigilance aujourd'hui qu'il faut marquer, puisque cet AI Act est jugé excessif par une partie des observateurs. Mais d'abord, je propose donc cette interview sur les politiques publiques en matière d'inclusion numérique avec François Lecouturier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Itinéré Conseil, qui est un cabinet d'études et de conseil basé à Lyon, qui conduit des missions d'appui, d'évaluation de l'action publique. Vous avez récemment dévoilé vos travaux sur ce sujet de l'inclusion numérique et vous démontrez que la fracture numérique est loin d'être résorbée. Je voulais savoir si il était excessif de parler d'électronisme en France. Non, pas du tout, effectivement. Bonjour à tous, tout d'abord. Mais effectivement, la question de l'électronisme est maintenant tout à fait malheureusement établie et bien documentée. Différents travaux, notamment de l'INSEE et autres, permettent d'estimer environ 16% la part de la population qui est en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui de manière régulière est en difficulté dans l'usage des outils numériques, des applications, dans l'accès à différents services, notamment des services publics. Ces différents travaux montrent également que, sans parler forcément d'électronisme à cette hauteur-là, mais il y a environ 30 à 40% des personnes qui déclarent dans l'année précédente avoir eu des difficultés concrètes dans l'accès à des services numériques et donc dans un certain nombre de cas avoir dû renoncer à faire des démarches en ligne, bien entendu avec comme conséquence ce qu'on appelle un non-recours au droit pour des personnes qui par ailleurs sont déjà souvent en situation de fragilité sociale. Alors, c'est des choses qu'on pressent, dont on parle comme ça, mais parfois de manière un petit peu vaporeuse. Sur quels sont vraiment les points révélateurs, les exemples peut-être concrets que vous pouvez mettre en avant à travers vos travaux ? En fait, la difficulté qu'on observe, c'est que, en fait, on pourrait avoir le sentiment que, comme le taux d'équipement des Français avec des smartphones est extrêmement important, et que la plupart des gens ont une relative aisance avec ces outils-là, on pourrait penser que le problème est derrière nous et que c'est une question de génération et que ce problème d'accès au numérique va s'éteindre avec les générations. En fait, la difficulté est autre, puisqu'en fait, posséder un smartphone et en avoir l'usage pour certaines applications comme les réseaux sociaux, comme la messagerie, comme le téléchargement de films, la consultation de contenu, ne veut pas dire qu'on soit à l'aise devant un ordinateur avec un clavier et une souris pour faire une démarche en ligne.
que ça soit déclaration de revenus, mise à jour de situation pour les allocations familiales ou pour l'emploi, ou que ce soit achats en ligne pour lesquels les gens sont assez encore méfiants de ce côté-là. Donc c'est vrai que cette question, je l'ai dit, c'est pas une question de génération. Alors bien entendu, on trouve parmi les personnes les plus en difficulté certaines qui sont, je dirais, relativement âgées, mais c'est loin d'être le seul critère, puisque les personnes qui sont en difficulté avec l'accès aux services publics, notamment, on les trouve aussi en grande partie chez des jeunes adultes. Et là, on se rend compte que c'est directement corrélé en fait au niveau d'études, au niveau de qualification, et pas nécessairement à l'âge. Mais là, de quel type d'action a-t-on besoin? Parce que j'imagine que face à ces problèmes devant la dématérialisation des services publics, on trouve effectivement une partie de la population qui ne comprend pas l'usage du numérique, qui n'arrive pas à s'en sortir, et une partie aussi qui se retrouve dans des impasses parce que le service public n'est pas forcément bien pensé dans sa version dématérialisée. Donc, quelles sont les actions qui sont nécessaires à mettre en place? Alors, il y a différentes actions. La première, et c'est l'action pour laquelle l'État a mis en place maintenant depuis 2 ans, dans le cadre du plan de relance, le financement de 4000 postes de conseillers numériques France Service. Cette première action, elle vise à aider toutes les personnes qui le souhaitent à se familiariser, s'acculturer, donc gagner en autonomie dans l'usage du numérique. Voilà. Mais en même temps, les personnes qui sont en difficulté sont confrontées à des problématiques administratives qui souvent sont dans une situation d'urgence. Donc en fait, vous allez voir, vous êtes en difficulté avec telle ou telle démarche administrative, vous allez aller voir un conseiller numérique, mais en fait, le temps que le conseiller numérique va pouvoir passer avec vous, il va être mobilisé sur récupérer les codes, comprendre l'accès à la plateforme, vérifier que les informations ont été correctement renseignées sur les formulaires. Et c'est là où, une fois que ces aspects-là ont pu être, le cas échéant, traités, hein, parfois avec beaucoup de difficultés, les personnes, et les conseillers aussi d'ailleurs, se heurtent parfois à la complexité des démarches administratives en elles-mêmes. Et cette complexité, elle existait déjà avant la dématérialisation, mais là, du coup, la dématérialisation vient ajouter une couche de difficulté, si je puis dire, à cette difficulté. Donc, il y a un enjeu, je dirais, d'autonomisation des personnes par, je dirais, un soutien. Alors, c'est des choses qui vont plutôt être plus efficaces dans un cadre collectif de type atelier, comme peuvent le faire certaines associations comme Emmaüs Connect, comme les réseaux des centres sociaux, etc. Et puis, il y a la demande urgente d'accès ou de déblocage de situations administratives complexes qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent entraîner des effets cumulatifs pour les personnes avec des pertes de droits, etc. Et on sait par ailleurs que plus on est en situation de fragilité sociale, plus on a recours, en théorie, aux services publics qui eux-mêmes offrent une certaine complexité. Et donc, c'est une sorte de cercle vicieux si on ne trouve pas les moyens d'y mettre fin. Oui, donc vous nous dites en fait les conseillers, ce que vous nous dites, c'est que les conseillers numériques aujourd'hui finalement sont un peu déviés de leur rôle. Ils ne peuvent pas totalement accomplir leur mission d'acculturation et d'éducation au numérique parce qu'ils font face simplement aux besoins les plus urgents. Voilà. Le titre de votre étude, c'est « Qui doit payer le coût social de la dématérialisation des services publics ?» Quelle est la réponse et comment est réceptionnée votre étude au sein de l'État? Qui est en charge, qui est en responsabilité? D'où viennent les budgets pour répondre à cet enjeu? La difficulté aujourd'hui sur cette question de l'inclusion numérique, en fait, c'est comme ça qu'on appelle, je dirais, l'action publique qui vise à résorber cette fracture numérique. La difficulté vient du fait que c'est un sujet relativement émergent qui va de pair avec l'accélération de la dématérialisation. Hein, les projets de l'État en la matière sont tout à fait explicites. Cette difficulté, c'est que le législateur, en définitive, n'a pas défini aujourd'hui qui était responsable de cette politique publique, si c'en est une, d'inclusion numérique. Et donc, on voit se manifester des initiatives très diverses, hein, tout à fait
généralement pertinentes et intéressantes, mais qui peuvent émaner des réseaux associatifs, qui peuvent émaner des collectivités, des villes, des établissements intercommunaux, etc. Et aussi, bien sûr, de l'État à travers le financement de ces postes de conseillers numériques. Mais en définitive, jusqu'à présent, ça n'est pas clair, en fait, de savoir qui doit être chef de file sur cette question de l'inclusion numérique. Donc, toutes les collectivités, institutions, associations qui jugent pertinent dans cette optique, je dirais, d'accès au droit, tout simplement, d'intervenir dans ce domaine, le font, qui en finançant un poste de médiateur, qui en recrutant un conseiller numérique, qui en mettant en œuvre tel ou tel moyen, je ne sais pas, un médiateur numérique dans une médiathèque, dans une association, etc. Mais jusqu'à présent, c'est un peu, si je puis dire, dans le désordre. Ouais. Et la question de savoir qui doit financer durablement cet effort d'inclusion numérique n'est pas traité, puisqu'on voit par exemple que les postes de conseiller numérique France Service, qui ont été déployés à hauteur de 4000, les conventions sont renouvelées, mais avec des financements dégressifs de l'État sur les 3 ans à venir. Et vous Ce qui nous veut dire dites, que le message qui est adressé aux structures qui embauchent des médiateurs numériques, enfin des conseillers numériques, que ce soit des collectivités, des CCAS ou des associations, c'est de leur dire d'ici 3 ans, progressivement, vous devez trouver les moyens de financer autrement ou d'autofinancer ces fonctions François Lecouturier, de conseiller numérique. vous nous dites donc qu'aujourd'hui, il y a une réelle mise en péril de la mission de service public parce que les objectifs de dématérialisation sont toujours là, toujours très présents, mais il faut pouvoir les accompagner. Henri Dagrin, une réaction ? Peut-être 2-3 petites réactions. L'une des raisons de la difficulté, de la fragilité de beaucoup de nos concitoyens face à la dématérialisation, c'est un manque de travail sur les interfaces, sur le design des services. Et lorsqu'ils sont bien faits, bien designés, que l'on a pensé qu'effectivement c'était des gens qui pouvaient être en fragilité, en général, ça s'améliore. Après, il faut qu'il y ait un humain quand même derrière. La deuxième chose, c'est il va falloir traiter ce sujet dans le fond, même si c'est de long terme, mais en développant de manière considérable l'éducation aux humanités numériques sur tout le parcours scolaire, sur tout le parcours éducatif, pour que l'on puisse, que l'éducation nationale puisse générer des citoyens éclairés dans leurs usages du numérique. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, le financement de la cohésion numérique et territoriale aujourd'hui est très insuffisant. Eh bien, il faut lire pour cela les travaux de François Lecouturier, plus précisément d'Itinéraire Conseil. Merci beaucoup pour votre éclairage dans cette émission. Je vous laisse repartir sur vos travaux. Nous, on va parler de l'AI Act dans Smart Tech tout de suite. Le projet de réglementation des systèmes d'intelligence artificielle est-il excessif, comme a pu le dire le ministre délégué au numérique ? Que dit d'ailleurs ce texte ? Quels sont les points de vigilance ? Attention à ne pas pénaliser notre écosystème français, on peut l'entendre, mais aussi les usagers français de ces intelligences artificielles, puisqu'on a vu des GAFAM prendre des décisions à ce sujet. Pour en parler, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, association représentative des grandes entreprises et administrations publiques françaises utilisatrices des solutions et des services numériques. C'est un réseau justement qui accompagne ces organisations dans la transformation numérique pour un numérique durable, plus éthique, mais quand même au service de la performance et de la compétitivité. Bien sûr. Bonjour. Alors, vous vous êtes exprimé, Henri, sur cette AI Act à l'occasion d'un débrief dans Smart Tech. Vous avez dit des choses très tranchées. Donc, ça m'intéressait de développer avec vous votre point de vue. Bertrand Payès est également avec nous sur ce débat. Vous étiez précédemment coordonnateur national pour la stratégie d'intelligence artificielle au sein de la direction interministérielle du numérique et du SI de l'État. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'innovation et des technologies à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui d'ailleurs a ouvert un nouveau service entièrement dédié à l'intelligence artificielle, et ce service est rattaché à votre direction. Alors, je voulais démarrer avec Henri Dagrin, puisque c'est lui qui a lancé un petit peu finalement le débat, en mettant de l'huile sur le feu, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous nous avez dit, plutôt pas de texte comme celui de l'AI Act tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi une position très tranchée ? Plutôt pas de texte que ce texte ? En fait,
La question, c'est de savoir si le modèle de régulation qui est en train de se mettre en place est le bon pour s'adapter aux évolutions technologiques extrêmement dynamiques que l'on peut constater. Un texte de cette nature, ça fige ou ça tend à figer la vision que l'on porte sur ce domaine technologique qui est très lié par ailleurs à des enjeux très, très sociétaux. Et donc, notre réflexion aujourd'hui, après une tempête plutôt médiatique d'ailleurs et marketing de l'arrivée de ChatGPT, c'est se dire, est-ce que le modèle de régulation par la hard law, par une loi assez rigide, est le bon pour, dans 5 ans, dans 10 ans, être adapté aux phénomènes auxquels nous serons confrontés. Et ça, le problème d'une régulation européenne de cette nature, c'est que même si le texte intègre des mécanismes d'adaptation, risque de rigidifier considérablement la façon dont, en Europe, nous regardons l'intelligence artificielle. Et nous pensons qu'il y a des mécanismes de régulation qui sont plus souples, qui donnent par exemple à des autorités indépendantes le soin d'adapter la régulation avec bien entendu des grandes directives qui sont celles que démocratiquement l'Europe peut avoir adaptées, mais qui adaptent en permanence cette régulation aux enjeux technologiques, à ce que l'on peut constater. Simplement sortir un texte anti-ChatGPT, en fait, vous dites. Voilà. Bertrand Payas, ce nouveau service au sein de la CNIL dédié à l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie de son rôle, justement, de regarder les textes en préparation, d'éclairer les politiques français et peut-être aussi de participer au débat européen ? Alors, évidemment, on le regarde, c'est important, et je pense que la création de ce service, c'est aussi de se préparer pour des nouvelles dispositions qui pourraient entrer en vigueur, alors sont plutôt fin 2025. On ne participe pas directement aux négociations européennes, c'est vraiment le gouvernement, dans le cadre d'un dialogue interministériel, qui pilote la position française au Conseil, donc au Conseil des États membres, qui lui-même va négocier avec le Parlement et la Commission. Mais on peut faire valoir notre expertise, et notamment sur l'articulation avec le RGPD, puisque c'était un des points sur lesquels... Et à ce stade, quel est le regard de la CNIL sur ce sujet, sur l'AI Act ? Alors, moi, je serais moins sévère qu'Henri. Je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion qui a été mené là à partir de 2017-2018. Il y avait le groupe de haut niveau, le groupe d'experts de haut niveau de la Commission qui a vraiment fait mûrir le sujet, et une approche que je trouve en tout cas adaptée, qui est cette approche à la fois par les risques, c'est-à-dire de dire on va réguler uniquement les usages à haut risque. Donc l'IA qui sert dans un jeu vidéo, c'est pas un usage à haut risque a priori. Et on va donc cette liste de usages à haut risque, elle va être susceptible d'être modifiée. Donc c'est peut-être là où il y a une marge d'adaptation. Et exemple, on peut donner par exemple l'IA utilisée dans le domaine de la justice. Voilà, dans le domaine de l'administration de la justice, par exemple, c'était pas dans le texte initial et puis ça a été ajouté. Donc effectivement, dans le domaine judiciaire, on voit bien que c'est très sensible. Il faut y réfléchir. C'est vrai que ça va sans doute un peu compliquer les règles pour les gens qui fournissent des IA pour ces usages à haut risque, donc que ce soit la santé, des usages sur la police ou la justice, des usages aussi sur le recrutement RH, qui est effectivement un des domaines où aujourd'hui il n'y a peut-être pas beaucoup de régulation, mais où il peut y avoir beaucoup de discrimination avec des systèmes automatisés. Donc c'est des nouvelles règles. Donc, pour les gens qui fournissent des solutions dans ces domaines-là, ça va être des nouvelles contraintes, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. On pense que ce n'est pas inadapté. Je pense que le débat cette année prouve qu'il y a aussi une demande de régulation, y compris d'une partie des industriels. Et on pense que par ailleurs que c'est relativement bien complémentaire du RGPD, puisque là, la régulation va porter sur les fournisseurs de solutions plutôt que sur les utilisateurs, alors que le RGPD s'applique vraiment aux utilisateurs, aux entreprises qui mettent en place des systèmes, qui les achètent. On leur demande de respecter un ensemble de règles. Là, la Commission a fait le choix de se porter sur les gens qui développent finalement les IA, qui sont nombreuses, innovantes. Je pense que c'est à ces entreprises-là que le ministre pense quand il craint l'effet de la régulation. L'objectif n'est pas non plus de stopper l'innovation. Quels sont justement les risques qui pèsent sur ces entreprises innovantes qui travaillent sur ces systèmes intelligents avec l'arrivée de ce règlement, selon vous, Henri ? Alors, nous, sur ce sujet de l'innovation, oui. Nous avons une position qui est peut-être un peu décalée par rapport à celle de beaucoup de monde dans l'environnement de la tech. Ce que l'on constate, c'est que la notion d'innovation
de manière indiscriminée à remplacer la notion de progrès. Bon, en soi, l'innovation, c'est peut-être pas le bon prisme pour regarder ces sujets d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui sert le progrès économique, le progrès social, le progrès environnemental, oui. L'innovation en soi, c'est peut-être pas le sujet. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes assez attentifs quand on regarde ce texte. D'abord, il y a plusieurs textes qui sont actuellement en cours d'étude de manière parallèle. Il y a d'abord au niveau le Conseil de l'Europe, un texte qui est actuellement en cours de réflexion et qui sera un texte contraignant pour 46 États. Et Faites référence à quel texte là ? C'est un texte sur l'intelligence artificielle, sur des régulations de haut niveau de l'intelligence artificielle portées par le Conseil de l'Europe. Or, les définitions, déjà, ne sont pas tout à fait les mêmes entre le texte du Conseil de l'Europe et le texte de la Commission européenne. Or, les deux seront contraignants. Donc, il va falloir à un moment qu'on fasse converger ces définitions. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous pensons que ces définitions ne sont pas suffisamment précises. Et est-ce qu'on sera capable de porter des définitions précises sur ce qu'est l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle ? Voilà. Donc, voilà. Et puis enfin, il y a Thierry Breton qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait établir un pacte pour l'intelligence artificielle, dont le contenu, pour l'instant, n'est pas tellement connu. Comment va-t-il s'appliquer ? Est-ce que ça sera d'application volontaire ? Voilà, il y a des choses. C'était après un entretien avec un patron de Google, je crois, qu'il a annoncé ce pacte. Donc, on reste un peu dubitatif. Et puis, alors, il y a d'autres sujets en termes de difficultés. C'est notamment, ça porte sur ce qu'on appelle les IA d'usage général, où là, les projets de règlement, eh bien, n'ont pas tranché et nous craignons que l'essentiel de la responsabilité porte in fine sur l'utilisateur final, à partir d'outils dont il ne maîtrise pas les algorithmes, il ne maîtrise pas s'il y a eu des datas pour l'entraîner. C'est-à-dire quelle responsabilité aurait-il l'utilisateur final ? La responsabilité sur les résultats produits éventuellement par ce type d'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles d'usage général. Donc là, il y a toute une réflexion qui doit être menée. C'est pour ça que nous avons tendance à avancer, en tous les cas, sur ce type d'outils, une régulation beaucoup plus souple qui serait donnée à une autorité indépendante nous paraîtrait tout à fait judicieuse, un peu comme on le fait aujourd'hui au niveau de l'Union européenne en matière de droit de la concurrence, où on a la direction générale, la DG Comp, compétitivité, qui a une partie de la responsabilité et qui la partage avec les autorités administratives indépendantes dans les États. C'est un sujet compliqué parce qu'à la fois, il y a effectivement un appel sur la régulation. On a besoin de transparence, on a besoin de sécurité, du côté de l'utilisateur, mais même du côté de l'écosystème. C'est vrai qui le réclame. Alors après, on nous dit ah oui, mais alors c'est facile pour OpenAI de réclamer une régulation parce que eux ont tellement déjà avancé que finalement, ça va leur donner un coup d'avance. Est-ce qu'il y a un risque que ce texte favorise finalement davantage les GAFAM, enfin en tout cas les grandes plateformes numériques actuelles, et pénalise l'écosystème européen ? Alors, moi je suis assez convaincu que la régulation, ça favorise les gros acteurs. C'est quelque chose qui, de manière générale, les gros acteurs savent payer les troupes, la réflexion, même les investissements pour répondre à la régulation. Voir les avocats. Voilà, et contrairement à il y a 30 ans ou il y a 20 ans, même des gens comme Google ou Facebook qui étaient des entreprises qui étaient assez jeunes et qui elles-mêmes souhaitaient se concentrer sur la régulation typiquement aux États-Unis. Je pense que ça a vraiment changé. On l'a vu avec la réaction de OpenAI finalement à la décision de notre homologue italien qui a dit c'est interdit. En 15 jours, OpenAI a proposé des mesures de régulation alors qu'il avait fallu 4 ans à Google pour accepter le droit à l'oubli suite à un arrêt de la Cour de justice. Donc on voit bien un changement de posture et c'est vraiment le danger. Je pense que c'est à ça que pense aussi Jean-Noël Barrot quand il dit qu'il y a un risque. Parce que évidemment les petites entreprises françaises qui essayent de se positionner sur le même sujet, ils n'ont pas les moyens de se payer une campagne de com, des dizaines de personnes pour répondre aux exigences de régulation. Donc il faut trouver un moyen de construire cette régulation avec ces entreprises-là et entre guillemets pour ces entreprises-là et pas
et pas uniquement pour réguler l'entrée sur le marché européen des acteurs internationaux. Et puis jusqu'où on peut aller poser des exigences? Parce que quand on appelle à la transparence algorithmique, on sait que dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut exiger? Où est-ce qu'il faut s'arrêter dans cette exigence de transparence? Alors, nous, je pense que le texte, il fixe une obligation de transparence qui n'est pas absolue. On a pu étudier à la CNIL le texte sur les Jeux Olympiques, qui s'occupe des caméras augmentées et qui, en fait, qui pré-transpose, entre guillemets, une partie des exigences de l'AI Act et qui nous permet de voir, effectivement, qu'est-ce qu'on demanderait à des entreprises. Donc, par exemple, il y a des fortes exigences de documentation, d'expliquer comment j'ai construit mon IA, quelles sont les données que j'ai utilisées, quels sont les paramètres que j'ai faits, quels sont les mécanismes de sécurité que j'ai mis en place. Par contre, on ne demande pas, il y a eu le débat sur la loi Jeux Olympiques, de mettre à disposition l'ensemble des données d'entraînement, qui est quelque chose qui serait à la fois coûteux, pas forcément très opérationnel et porterait de nouveaux risques, parce que ça veut dire qu'on va garder pendant des années toutes des données qui, dans notre point de vue CNIL, peuvent contenir des données personnelles et donc pas des données qu'on veut forcément garder très longtemps. Donc on est en train de définir ces règles de transparence. Je pense que la vraie difficulté avec les briques à usage général, comme le mentionnait Henri, c'est que ces briques-là, elles n'ont pas d'usage. On ne sait pas si elles vont servir pour la police, pour la santé, pour l'éducation, pour les RH. Ça pose le problème de la finalité. Et en même temps, tous ces usages à haut risque qu'on veut réguler, eux-mêmes vont partir de ces briques à usage général. Et donc vraiment la question, c'est qu'est-ce que ces briques doivent être capables de démontrer pour que l'entreprise spécialisée dans le domaine de la santé qui va utiliser ChatGPT pour rédiger des comptes rendus automatisés, par exemple, puisse dire, certes, j'ai entraîné mon IA, mais je sais un peu comment fonctionne l'IA de base que j'ai utilisée. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore très obscur, notamment pour les systèmes qui ne sont pas open source. Alors, je vais faire un petit peu de provocation peut-être, mais enfin, certains demandent des moratoires sur les déploiements d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il nous faudrait, nous, un petit moratoire sur la régulation parce que peut-être on a besoin d'un peu plus de temps pour apporter une réponse adéquate? Non, bon, un moratoire, je sais pas, parce qu'actuellement, le texte de la Commission, enfin, le texte qui avait été proposé par la Commission européenne arrive, a priori, à partir du 14 juin, dans le trilogue, c'est-à-dire la structure institutionnelle de négociation du texte final entre la Commission d'une part, le Parlement européen et le Conseil européen. Et donc, on devrait connaître le même jour, le 14 juin, en tous les cas à partir du 14 juin, le mandat de négociation du Parlement européen. Donc, à partir de là, les choses sont encore largement ouvertes. Hein, et d'ailleurs, la France elle-même se mobilise pour faire le tour des acteurs, entre autres le CIREF, pour comprendre quelles sont les attentes, les remarques, les craintes, et puis les prendre en compte pour alimenter la négociation au sein de ce fameux trilogue qui a l'ambition de terminer ses travaux, en tous les cas, avant les élections européennes de l'année prochaine, de juin 2024. Donc, probablement... Donc, vous nous dites quand même on a encore le temps, on a le temps aujourd'hui, d'affiner la position européenne. Il y a du travail à faire. Mais un des problèmes principaux, n'empêche... Et on va s'arrêter là. Oui, mais c'est vachement important. Ouais. C'est celui des compétences et des instances de régulation aujourd'hui qui est le niveau de compétences nécessaire pour réguler. Il vaut mieux, si on fait un texte et qu'on ne sait pas le contrôler, qu'on ne sait pas contrôler sa mise en œuvre, ça sert à rien. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et donc la CNIL s'est équipée d'un service dédié pour monter en compétence sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Et on salue l'initiative. Merci beaucoup à tous les deux sur ce sujet. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL. Petite pause et puis on va parler du RGPD. Ça fait 5 ans qu'il existe, qu'il est en vigueur en France. Vous regardez Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. On est sur Bismart à 11h, première diffusion. Et maintenant, c'est le moment de notre grand rendez-vous avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Vous avez publié un rapport dont on a déjà parlé sur le règlement général de la protection des données, le célèbre RGPD. Donc, après 5 années d'application, on va s'intéresser à la France en particulier. Et vous posez la question, est-ce que ça se fait? Alors, au moment où on avait évoqué la sortie du rapport, moi j'avais dit dans l'émission que vous mettiez quand même les pieds dans le plat avec ce rapport. Donc, ça ne se fait pas vraiment ces 5 ans finalement.
Alors, je suis d'accord que la réponse est déjà un peu dans la question. Alors, il faut bien avouer que nous, on se fait le porte-voix des entreprises que nous avons interviewées et avec un bilan, somme toute, contrasté. Alors, l'accueil a été très favorable des organisations, des citoyens, des entreprises. Et il faut bien voir que cette affaire n'est pas encore stabilisée, ne serait-ce que parce qu'il y a une jurisprudence abondante en la matière et que les choses évoluent également. Si on parle du recueil des consentements, puisqu'on est bien en cela, je donne mon accord pour qu'on utilise mes cookies quand je vais sur un site. D'ailleurs, je le fais de manière de plus en plus automatique, tant j'en ai pris l'habitude et je sais parfaitement où le bouton se trouve. Mais néanmoins, certaines entreprises l'ont détourné parce qu'elles vous forcent au consentement, ne serait-ce que pour continuer vos visites. Et ça ne contribue pas à installer un climat de confiance. D'ailleurs, un Français sur deux dit ne pas avoir confiance dans le numérique, et selon un sondage publié en novembre dernier de l'Axel. Et c'est bien le but de ce texte et de son application aujourd'hui que de créer des liens de la confiance. Pour les entreprises, effectivement, on peut s'enorgueillir que ce texte soit mondialement connu, soit même approprié par certains États, ce qui n'empêche pas, malheureusement, d'être parfois encore dans des flous juridiques, ne serait-ce qu'entre l'Europe et les États-Unis, avec l'absence d'un privacy shield, par exemple. Et donc, effectivement, on a une instabilité qui fait que ça, vous faites moins d'investissements quand vous êtes une entreprise. Ensuite, il y a une obligation de rendre des comptes dans le RGPD, la accountability, avec, là aussi, on le publie dans notre rapport, un dossier de conformité très conséquent à remplir. Alors, quand vous êtes une grande entreprise avec un service juridique pléthorique, ça va. Quand vous êtes une plus petite entreprise, c'est là où ça commence à être difficile. Ensuite, il y a eu la mise en place de DPO, des délégués à la protection des données, qui sont perçus en entreprise comme les représentants de la CNIL, mais qui sont une porte d'entrée intéressante, mais qui, là aussi, même s'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, puisque ce n'est pas leur fonction, peuvent mettre en garde. Et on se retrouve parfois avec des entreprises qui vont être dans l'autocensure, l'autocontrôle, et ne pas oser aller jusqu'au bout des projets. Et c'est pour ça qu'elles ont le sentiment aujourd'hui d'être un peu au milieu du guet. Alors, je n'ai pas précisé, mais restez avec nous en plateau, et je vous en remercie. Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL. Donc, vous allez bien évidemment réagir à ce sujet. Il semble quand même, David, que les entreprises aient pris le pli de ce RGPD, même si, oui, 5 ans, c'est pas beaucoup, c'est encore très jeune. Mais il y a assez peu de salariés qui n'ont pas été formés et d'entreprises qui ne le connaissent pas, c'est indéniable. Et effectivement, les DPO également ont rempli leur office au sein des entreprises, ne serait-ce que par le rappel du droit qu'ils peuvent faire en permanence. Malheureusement, la CNIL aujourd'hui est plus perçue comme un gendarme qui manie le bâton que la carotte. Ouais. Bah oui, mais ça, c'est difficile d'aimer la police, je sais. Alors, dans ce rapport, donc, vous êtes d'ailleurs assez sévère, je trouve, avec ces relations entre la CNIL et les entreprises. Alors, c'est si difficile effectivement, que ça. les entreprises ont été relativement sévères et d'ailleurs, pour la plupart, n'ont pas voulu s'exprimer à visage découvert. On est face à une autorité indépendante et une des plus anciennes en France, 1978, après la CADA, si mes souvenirs sont bons. La qualité des membres est indéniable et celle de ceux qui la font vivre au quotidien également, c'est indiscutable. Mais effectivement, l'approche centrée sur un peu radicale, centrée autour de la sanction, fait qu'on a des entreprises qui vivent dans la crainte. Ensuite, c'est vrai que la protection des données a été érigée comme un quasi-droit absolu. Oubliant parfois, nous semble-t-il, un principe de conciliation, ne serait-ce que sur la préservation de la santé ou le développement économique. Et donc, effectivement, in fine, on se retrouve avec des entreprises qui ont le sentiment de ne pas pouvoir
toujours être entendu, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de formation, de colloques, conférences, de numéros de téléphone. Mais c'est vrai qu'on a d'autres autorités de régulation, sectorielles il est vrai, qui ont tiré leur légitimité du fait d'un dialogue très en amont avec le secteur qu'ils régulent. Je pense à l'ARCEP, par exemple, pour les télécommunications, la poste et la distribution de la presse, ou l'ARCOM pour la télévision, et de plus en plus pour Internet. C'est vrai que la CNIL apparaît un peu plus fermée vous savez. et avec une crainte de la sanction pour les entreprises. Et vous allez même un peu plus loin, puisque vous dites qu'il faudrait même repenser la composition de la CNIL. 2024 sera une année de renouvellement. Et effectivement, certainement, faut-il changer de cap. Mettre un peu plus d'entrepreneurs, de représentants de l'innovation serait aussi un bon moyen de se faire entendre tout simplement. De jouer aussi un peu plus l'interrégulation. Alors c'est dans ces principes mêmes, mais à cette tournée vers finalement une autorité de contrôle, on en a parfois oublié le fait de devoir dialoguer aussi avec les autres autorités. Et c'est un impératif. Vous parliez à l'instant de l'IA Act qui va arriver. On voit bien qu'on a une accumulation de textes. Le DSA, Digital Service Act, va arriver en discussion au printemps, dans quelques jours, au Parlement. On voit bien qu'on est dans de la distribution entre différentes autorités des copies. On est sur l'encadrement des plateformes. On risque malgré tout l'enchevêtrement et l'accumulation des textes. Bertrand Payès, vous avez entendu, vous avez lu, évidemment, vous connaissez très bien ce rapport, vous avez entendu ces critiques. Je l'ai titré « Côté coulisses ». Là, on est vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire dans les relations entre les entreprises et le gendarme, mais qui protège les données personnelles. Oui, alors nous, on fait pas le même constat, évidemment. Alors, et je pense qu'on n'a peut-être pas eu assez l'occasion de discuter sur les pistes de ce rapport et peut-être de faire valoir un dialogue qu'on a maintenant. Deux choses. D'une part, on a une très importante mission de conseil à la CNIL. On répond à 1500 demandes d'entreprises par an, de gens qui viennent nous dire comment je fais ci, comment je fais ça, et on le fait avec une logique qui est justement pas celle de la sanction. Donc effectivement, c'est pas connu, c'est pas peut-être moins connu. C'est vrai qu'à côté, on reçoit 15 000 plaintes, donc on doit aussi traiter 15 000 plaintes de personnes qui ont des problèmes avec des entreprises. Et peut-être le deuxième point, c'est que je pense que c'est une partie des constats, je peux les percevoir. Je pense qu'il faut pas généraliser ce qui arrive dans certains secteurs. Nous, on ne traite pas pareil. Il y a des secteurs sur lesquels il y avait des non-conformités majeures au RGPD et du coup, il a fallu faire changer les pratiques. Oui. Donc, c'est notamment Sans le cas... doute quelque chose d'un peu brutal. Oui, mais on a essayé de le faire de manière aussi prédictible que possible. Donc, c'était notamment le cas du marketing digital sur les cookies. Et c'est un sujet où on sait que le secteur est très vigilant. Ils ont construit une économie qui est basée sur la publicité personnalisée et ciblée. Et où le RGPD, il faut qu'il ait un effet. Ce n'est pas du tout le cas si vous êtes une entreprise de mécanique. Votre sujet RGPD, c'est vos RH et votre vidéosurveillance. C'est important, il faut le faire, mais ça ne demande pas du tout le même niveau d'expertise juridique pour comprendre. Enfin, on a des choses très balisées. On publie beaucoup de choses qui permettent de se mettre en conformité, même si on doit toujours faire plus l'effort d'être compris par des non-spécialistes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on a bien conscience qu'on doit répondre aux besoins des entreprises. On constate que peut-être toutes les entreprises n'ont pas si peur que ça, puisqu'il y a quand même des fois des gens qui ont fait découvrir le RGPD. Et par contre, c'est sûr qu'une régulation, elle est là pour changer des choses. Donc l'objectif de 5 ans après, c'est aussi que des gens qui pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était bel et bon, en fait, ils comprennent que c'était pas bel et bon, et qu'il faut changer. Et ça, c'est sûr que les entreprises n'aiment pas trop ça. Bon. Et aussi, du côté de la CNIL, il y a peut-être des choses aussi à changer. En tout cas, si le dialogue s'installe encore davantage entre les représentants des grandes organisations et des plus petites aussi, qui souffrent parfois des nouveaux règlements, et l'autorité de régulation, c'est parfait. Moi, je suis ravie que vous soyez en face que tous les deux. Mais c'est vrai que la communication par la sanction, et on ne retient que ça parce qu'il y a un effet à chaque fois de blast. Quand Facebook est condamné à 1,2 milliard, comme c'était le cas la semaine dernière en Irlande,
même si entre les lignes, on voit bien qu'elles ont été aidées par d'autres autorités. On retient cela en priorité. Alors c'est vrai que la CNIL fait que la France est dans le top 3 des sanctions européennes et qu'on a tendance à s'attacher à ça. Et donc je pense qu'il faudrait aussi communiquer effectivement sur le nombre de formations d'entreprises reçues en particulier. Et, enfin, alors, tout à fait. Je pense que le cas de Meta, qui est 1,2 milliard, il ne faut pas que toutes les entreprises se disent que je risque d'avoir 1,2 milliard. C'est quand même une activité qui est très particulière, avec des conformités majeures et répétées qui le justifient, des non-conformités majeures et répétées. Je prends un exemple récent qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est ce qu'on a appelé l'accompagnement renforcé. On prend 3 entreprises, donc Hugging Face qui fait des modèles et des datasets d'IA, qui rend ça disponible, Lifen qui fait de l'exploitation de données pour la santé, et Content Square qui fait de l'optimisation de sites web, donc qui sont 3 sujets très sensibles en termes de protection des données sur lesquels on s'engage là à les accompagner pendant plusieurs mois pour s'assurer que leur conformité est faite. Et ne pas se mettre dans une position de sanction, mais bien dans une position d'accompagnement très renforcée, où on met beaucoup d'équipes. Merci beaucoup. Merci Bertrand Payès de la CNIL et David Lacomblède de la Villa Numéris. Petite jingle et puis on va regarder où va le web. Et bien ça y est, on ne sera plus obligé de se filmer pendant nos réunions en visioconférence. On pourra faire travailler notre avatar peut-être demain. Meta n'a pas dit son dernier mot concernant le métavers. Dernière sortie en date du géant, son potentiel économique pour la France serait colossal. Il a confié au cabinet Deloitte le soin de le prouver dans sa nouvelle étude. Résultat, le métavers pourrait rapporter entre 55 et 105 milliards d'euros supplémentaires au PIB français d'ici 2035. Pas négligeable donc. Selon ses auteurs, la France a bel et bien une carte à jouer. C'est une économie innovante, les fondamentaux sont plutôt solides et les pouvoirs publics semblent vouloir soutenir l'économie du métavers. Mais Meta ne s'est pas arrêté là. Il a demandé plusieurs études sur l'impact économique du métavers et dans plusieurs pays. Dans l'UE, par exemple, le métavers pourrait générer entre 259 et 489 milliards d'euros par an d'ici 2035. Aux États-Unis, berceau des géants du web, le métavers devrait rapporter 760 milliards de dollars au PIB annuel. Alors qu'on l'avait enterré, ou au mieux considéré comme un super fiasco, le métavers pourrait finalement contribuer de manière significative aux différentes économies. Meta mise, vous l'aurez compris, sur le long terme. Merci à tous de nous suivre. Merci à mes invités. Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies de la CNIL, qui est avec nous sur toute l'émission. David Lacomblède, président de la Villa Numéris, qui nous a fait un moment de pédagogie autour du RGPD. C'était Smart Tech. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech et le numérique.